Bonjour, moi c'est Mélissa, étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Et moi, je m'appelle Andréane. J'ai terminé ma maîtrise en orthopédagogie à l'UQAM et je suis maintenant orthopédagogue. Donc aujourd'hui, on vous présente une petite capsule sur comment aider son enfant en écriture. On commence par un rappel de la capsule 2 qui portait sur comment aider son enfant en lecture. On s'entend que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est très proche. Donc, les éléments de l'un et de l'autre sont toujours à garder en tête quand on travaille la lecture ou l'écriture. On vous avait présenté, dans le fond, le développement de l'apprentissage de la lecture selon trois niveaux d'apprentissage qui nous aident un peu à cibler des choses, ce que l'enfant, dans le fond, développe à ce moment-là. Donc, le premier niveau, qui est le lecteur émergent, on ciblait les lettres, les sons, les syllabes et les rimes. Au deuxième niveau, donc l'apprenti lecteur, on ciblait le décodage et la reconnaissance globale des mots. Et finalement, au troisième et dernier niveau qu'on vous avait présenté, là, le lecteur stratège, on ciblait la compréhension de texte et la fluidité. Oui, puis l'important aussi, c'était de garder en tête qu'il faut avoir du plaisir quand on est autour d'un livre ou d'un texte, ou peu importe, d'un menu au restaurant. Quand on est en contexte de lecture, il faut rendre ça agréable. Puis c'est de prendre avantage des intérêts de votre enfant. Donc, si on a un intérêt pour les dinosaures, bien, on va essayer d'aller dans cette direction-là. Donc, un peu avec la même idée, on va parler premièrement ici de l'émergence de l'écrit. Oui, en fait, on avait un peu dans la continuité de ce qu'on a vu en lecture, il y a des habiletés qui sont préalables à l'écriture, qui sont un petit peu différentes, mais en même temps similaires à ce qu'on va voir en lecture. Donc, première habileté là, qu'on va pratiquer pour apprendre à écrire, ça va être la motricité fine. Mais c'est quoi en fait? La motricité fine, c'est l'habileté de travailler les petits muscles des doigts, des mains, un peu des bras aussi, puis qui va nous permettre d'être très précis dans nos mouvements, très, précis. Donc, on s'entend que pour tenir un crayon, la prise du crayon, mais aussi le traçage des lettres, ça prend beaucoup de précision, de minutie. Donc, la motricité fine, c'est très important pour l'apprentissage de l'écriture. Ensuite, il y avait aussi le développement du langage oral. Oui, en fait, c'est quand on parle, on entend des mots. Puis c'est en fait de voir avec l'enfant là, que les mots qu'on utilise, on va pouvoir ensuite les lire puis les écrire. Donc, les mots qu'on dit, c'est pas des mots extraterrestres, c'est des mots qui existent pour vrai, qu'on peut lire et écrire. Puis en fait, plus l'enfant va avoir de mots à l'oral, mais plus ça va être facile là, pour lui ensuite en lecture puis en écriture. Ah, je vois un mot, je l'ai déjà entendu, donc je suis capable déjà de faire des liens. Donc mon vocabulaire, là, plus il est riche, bien, plus ça va être un bon prédicteur en lecture et en écriture. On parle aussi de clarté cognitive. C'est quoi la clarté cognitive? Mais en contexte d'écriture, la clarté cognitive, en contexte de lecture aussi, c'est de comprendre que l'écrit a plusieurs fonctions, mais a aussi plusieurs règles. Donc, tu sais, on tient un livre toujours de la même façon, on tourne les pages du même sens, on lit de gauche à droite, pardon, on lit les lignes de haut en bas. Donc, tout ça, ça se développe beaucoup lorsqu'on lit avec notre enfant. Donc, il nous regarde, il voit comment on tient le livre, comment on tourne les pages, on met notre doigt, on suit les mots. Donc, il voit que il fait la différence aussi entre ce qui est de l'écrit puis ce qui est du dessin, puis tout ça. Ensuite, il y a aussi la conscience phonologique. Oui, en fait, la conscience phonologique, c'est d'avoir accès au concept qu'un mot, ben, c'est composé de phonèmes qui sont des sons. Donc, j'entends poisson. Ah, ben, poids. Ah, comme un poids. Ah, ben oui, j'entends un certain son. Donc, d'avoir conscience là, à ce niveau-là qu'il y a des sons qui sont liés à nos mots. Ensuite, il y a aussi la connaissance des lettres. Donc, on s'entend, là, ça comprend d'être capable de nommer, chanter l'alphabet. Donc, c'est souvent la première chose dans la connaissance des lettres qu'on développe. Ensuite, il va avoir la capacité de reconnaître une lettre qu'on nous présente, d'être capable de dire c'est quoi son nom, comment elle s'appelle, mais aussi quel son elle fait. Puis, il y a aussi, en dernier, là, souvent en troisième, il va avoir la capacité à écrire les lettres. Il y a aussi la correspondance graphème-phonème. Oui, un peu dans l'idée d'être capable de reconnaître puis de nommer la lettre et son son, mais c'est de voir que chacun des mots qu'on entend va être composé de petites unités phonologiques. Poisson, j'ai repris le même mot, j'entends poisson, j'entends des unités phonologiques, puis ceux-là, bien, c'est pas juste des sons, ils vont être associés à une correspondance qu'on va dire une unité graphique qui est un graphème qui va représenter qui va avoir été entendu. Ensuite, on vous présente des petites activités pour développer quelques-unes de ces habiletés-là. Donc, la première, ce serait la motricité fine.
On peut faire des jeux de manipulation. Donc, tout ce qui est bricolage, là, peinture, collage, découpage, ciseaux, crayons, pinceaux. Mhm. Il va y avoir des jeux d'enfilage. Donc, tout ce qui va être faire des colliers de macaroni, mais aussi d'autres pâtes, hein. Des colliers de billes, des lacer ses souliers, des colliers de boutons. Il va y avoir aussi toutes les activités de pâte à modeler où on peut devenir très précis. Donc, faire des pics, faire des boules, faire des serpents. Ensuite, les activités de traçage. Donc, on peut penser aux lettres en pointillés que l'enfant peut suivre avec son crayon. Mais il y a aussi les fameux labyrinthes qu'on fait quand on est enfant, là, qu'il faut être très précis, très minutieux dans son trait. Et les activités de de coloriage aussi. Donc, tout ce qui demande avec le crayon d'être précis dans le trait qu'on fait, donc de ne pas dépasser une ligne, ça travaille aussi la motricité fine. Puis, à ce niveau-là, là-dessus, sur le coloriage, on vous propose peut-être pour des enfants qui ont un peu plus de difficultés là, de contourner, de suivre, dans le fond, la ligne à ne pas dépasser en colle chaude, parce que le petit relief va arrêter le crayon de l'enfant. Et, En fait, une astuce, ça peut être de varier les supports et les instruments. Quand on parlait de l'enfilage, on peut changer les nouilles, on peut utiliser les billes, donc on va changer le matériel. Autant en écriture aussi, on change les crayons, le papier, le support là, pour écrire. Donc, l'idée, c'est toujours de varier, même les couleurs de pâte à modeler. Donc, plus on varie, bien, plus ça peut être attrayant pour l'enfant. Ensuite, les activités pour développer le langage oral. Activités incontournables, on vous l'a dit, lecture, écriture orale, souvent, ça se relie. Donc, quand on lit, on entend des mots. Et les mots, bien, ça va être souvent des mots plus riches. Là, quand on pense à un album jeunesse, il y a des mots plus riches que l'enfant va entendre. Hey, ça veut dire quoi? Colérique. Ah, ben oui, on va le travailler. Donc, des fois, juste le faire à l'oral, mais l'enfant va travailler son vocabulaire puis son langage oral. Donc, c'est une belle façon de faire. Ou sinon, un moment de discussion. On parle de notre journée. On utilise différents mots pour décrire notre journée. Ou j'ai fait un potage. Oh, regarde, c'est délicieux. C'est succulent. Donc, on va essayer là, d'aller chercher du vocabulaire intéressant pour aider l'enfant à les développer lui aussi. Donc, un moment de discussion. On peut questionner l'enfant aussi sur qui est ton ami, pourquoi. Donc, c'est des façons de développer, encore une fois, le langage oral. Des activités là, plus ciblées, on pourrait travailler le champ lexical. Un champ lexical, c'est un peu tous les mots qui se rattachent à un mot cible ou à un thème. Je pense par exemple à notre image ici où on a un jardin. Je pourrais dire, c'est qui la personne qui fait du jardinage? Ah, ben c'est un jardinier. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il plante des légumes. Les légumes poussent. Donc, je peux aller là, chercher des mots qui sont reliés à ce thème-là. Je pourrais aussi aller plus en termes de mots qui commencent par un son. Donc, pour y aller, encore une fois, à l'oral, j'entends, je pense à quel mot? Ah, chien, chanson, chandail. Donc, il y en a plusieurs. Ou chercher des mots de même famille, hein, comme on vous a dit. L'important, là, c'est à l'oral. Donc, j'ai une boîte de lait devant moi. J'ai pas les mots décrits, mais j'y vais à l'oral. Ah, qui a fait le lait? Ah, le laitier. Ah, puis on peut aller là, chercher des mots de même famille. On pourrait aussi faire des devinettes. Qu'est-ce qui est une couleur et un fruit? Une orange. Une orange. Donc, on peut aller là, faire des devinettes où il y avait le jeu, on ne l'a pas nommé ici, mais Headbands, où on a comme une passe ici, puis on met une image, puis on essaie de deviner en posant des questions. Mais encore une fois, on travaille le langage à l'oral. Puis, on pourrait là, utiliser des expressions dans la vie courante, comme avoir les mains pleines de pouces, puis l'expliquer là, à l'enfant. D'autres activités pour développer cette fois-ci la conscience phonologique. Il y a 3 niveaux à la conscience phonologique qui va avoir les mots, les syllabes et les phonèmes. Donc, une première petite activité qu'on peut faire avec l'enfant, c'est de dénombrer les mots dans la phrase. On peut aussi jouer avec les unités sonores de la langue. Donc, jouer avec les rimes, créer des petites rimes. Ma toupie est sur le tapis. Oh, ça rime. Est-ce que tu as entendu les sons, qui sont pareils, les rimes? On peut aussi aller avec les comptines, parce que dans les comptines, il y a souvent des mots qui reviennent. Il y a aussi des rimes. Il y a des mots qui sont quand même intéressants. Donc, n'importe quelle petite comptine que vous avez à la maison, qui se trouve aussi facilement sur YouTube, là, c'est toujours agréable avec l'enfant. Et il y a aussi la reconnaissance des mêmes syllabes ou des mêmes sons dans les mots. Donc, on peut dire à notre enfant, qu'est-ce qui est pareil dans les mots matin, maman, musique? Puis là, tu sais, c'est d'y aller avec une petite devinette, puis essayer de trouver c'est quoi qui est similaire, qui est pareil dans les mots qu'on a nommés. Donc, ici, ce serait le Oui, en effet. Donc, l'astuce là, par rapport à ça, ça serait d'aller, qu'on vous propose, ça serait d'aller consulter la capsule sur la lecture, parce qu'on s'entend qu'on a déjà parlé de la conscience phonologique, puis qu'est-ce qui était pour la capsule précédente, mais c'est toujours bon
pour l'écriture. La lecture, c'est très proche. Oui, il y a plusieurs exemples supplémentaires pour ça. On y va ensuite avec l'apprentissage de l'orthographe lexicale. Donc, une fois que c'est un peu là, acquis là, les différentes habiletés là, qu'on va les avoir travaillées pour l'émergence de l'écrit, les petites habiletés préalables, là, on va pouvoir y aller par l'orthographe lexicale. Quand on parle d'orthographe lexicale, c'est l'orthographe des mots, donc comment je les écris. Alors que si on parle d'orthographe grammaticale, ça va être plus l'accord en genre et en nombre. Donc ici, nous, on s'est concentré sur l'orthographe lexicale. Donc, d'abord, l'enfant va y aller en écriture qui est plus phonétique. Donc, je vais entendre des sons, puis je vais essayer de les écrire. J'ai appris au préalable que le son G va s'écrire G. Je le sais, je l'ai appris juste avant. Et là, on me dit d'écrire gâteau. Je fais rappel à ces connaissances-là que je vais avoir travaillées au préalable. Puis, je vais essayer d'écrire gâteau. Si c'est la première fois que j'écris gâteau, que je ne l'ai jamais vu, ça se peut que l'enfant l'écrive G-A-T-O. Puis là, ça va être de valoriser. Hey, bravo, t'as entendu J. Non, là, c'est gâteau. J'ai entendu G. J'ai écrit G. J'ai entendu A. J'ai écrit A. Donc, on va aller valoriser les réussites de l'enfant sur les parties du mot qu'il a bien écrit. Ça ne va pas être important là, de dire que mais non, ça s'écrit E-A-U. On va y aller plus tard là, à ce niveau-là. Ensuite, l'enfant va développer un apprentissage de l'orthographe lexicale, ce qui veut dire qu'à l'école, dans la vie, il va apprendre à écrire des mots par cœur. Donc, ces mots-là, il va finir éventuellement par pouvoir les écrire un peu sans faire réfléchir, sans faire tout le travail de quel son j'entends. Puis ça, à ce moment-là, ça devient plus automatique, ça devient moins coûteux en ressources. Oui. Puis ensuite, on va passer à ce qu'on appelle une écriture mixte. Donc, on a un peu la combinaison de j'écris au son, mais il y a certains mots que je sais comment écrire avec l'orthographe lexicale. Donc, on va combiner un peu là, ces deux éléments-là ensemble pour en arriver à une écriture qui est mixte. Donc, certains mots vont utiliser l'orthographe lexicale, d'autres phonétiques. Puis, en fait, l'important, c'est de corriger juste les mots qu'on a appris. Donc, voilà. Et ensuite, le but, en fait, c'est d'aller vers une écriture qui est de plus en plus d'orthographe lexicale au sein de notre écriture. Donc, on va avoir un large éventail de mots qu'on va connaître par cœur et ça va nous permettre vraiment, quand on écrit, de presque plus penser à quel son fait quelle lettre et à juste écrire. Et ça va nous permettre aussi de transposer un peu certaines régularités qui reviennent à des nouveaux mots qu'on ne saurait pas tout à fait comment écrire, mais qu'on peut presque deviner que cette régularité-là, elle revient dans le mot. Ça va permettre ensuite à l'enfant de se concentrer sur d'autres habiletés à développer, là, tout ce qui va être construction de phrases, construction de texte, justement l'orthographe grammaticale. Donc, voilà. Et l'apprentissage de l'orthographe lexicale, c'est quand même un apprentissage qui est crucial pour la réussite scolaire et sociale de l'enfant parce que justement, il lui permet ensuite de dépasser l'apprentissage des mots par cœur puis d'aller travailler d'autres habiletés. Puis c'est quelque chose qui va se travailler tout au long de la vie, en fait, parce que même nous, vous me dites des mots plus scientifiques que je ne connais pas, bien, ça se peut que je fasse appel à ce mot chlorophylle, qui est quand même complexe et simple à la fois si on le connaît, mais de dire j'entends mais je dois écrire CH, ça c'est des habiletés que je vais avoir développées en connaissant les règles d'orthographe, puis qui vont me permettre là, de pouvoir construire mes mots. Donc, souvent, on va avoir des mots à orthographier qu'on va devoir travailler à la maison. Les enseignants, parfois, vont les envoyer le vendredi. Là, ça dépend de chaque enseignant. On ne va pas tous les mettre dans le même bateau. Mais en fait, des fois, ils les ont pas travaillés avant de les envoyer, puis ils vous demandent là, à vous de les pratiquer avec eux. Donc, ça va être important pour vous de prendre le temps de les étudier avec l'enfant pour lui donner une chance là, de l'aider à les mémoriser. Comment on peut faire pour mémoriser, en fait, de lire, juste lire les mots d'orthographe? Bien, oui, je les ai vus, mais ça ne veut pas dire que je vais être capable de les orthographier. Donc, aussi de les écrire en recopiant. J'ai le mot devant moi, je réécris en recopiant. Oui, je vais le mémoriser, mais c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est de faire disparaître les mots. Donc, on cache les mots de l'enfant, puis on lui dit nous-mêmes le mot. Donc, en tant qu'adulte, on dit le mot à l'enfant et lui doit le réécrire. Il doit, par contre, se le représenter mentalement parce qu'il ne l'a pas devant les yeux. Donc, peu importe la personne qui lui lit, en fait, les mots à orthographier ou qu'il lui dit, bien, en fait, là, l'enfant doit se les représenter et ça demande un effort là, qui est conscient pour bien les mémoriser. Encore une fois, on varie le matériel pour écrire et c'est toujours le plus chouette pour...
Ensuite, on vous propose quelques petites stratégies justement pour quand on s'assoit avec l'enfant puis qu'on regarde les mots la première fois, comment on peut les décortiquer, comment est-ce qu'on peut commencer une apprentissage, une mémorisation des mots. Donc, notre première stratégie qu'on vous propose, ce serait de séparer le mot en syllabes. Oui, donc on a mis un exemple avec différents mots là, pour vous expliquer les stratégies. Donc, je pourrais dire, ah oui, j'ai banane, je coupe en syllabes, bateau, gâteau ou chat. Et là, on a mis plusieurs mots de 2 syllabes, mais ils peuvent avoir là, différentes syllabes. Ensuite, on pourrait épeler les mots, que ce soit à voix haute ou dans la tête silencieusement. Donc, je peux épeler P-A-T-A-T-E. Ah, je sais que c'est patate. Ensuite, on pourrait aussi mémoriser la correspondance graphème-phonème avec l'enfant là, en regardant les mots. Donc, par exemple, si je prends le mot château, j'entends, je sais que ça s'écrit C-H. Je sais qu'il y a un A, T, T. Ah, ça veut dire que c'est un T, O. Ah, je pourrais écrire un O. On pourrait, mais est-ce que ça serait bon? Mais non. Mais non. Fait que là, on pourrait passer à une autre stratégie. On pourrait regarder avec l'enfant, c'est quoi les régularités orthographiques qu'il y a dans les mots à apprendre. Donc, par exemple, dans bateau, château, gâteau, tous les mots terminent par EAU. Donc, à la fin d'un mot, souvent, vous allez voir, il y a certaines listes de mots qui sont regroupés par régularité. Donc, ils vont déjà être regroupés. Puis, on va dire, ah, bien, souvent, pas toujours, mais souvent, quand un mot se termine par O, le son O, je vais l'écrire EAU. Donc, ça va être une façon de les retenir un petit peu plus. Mais là, est-ce que château est bien écrit? Mais moi, j'ai dit C-H-A-T-E-A-U. J'ai changé. Mais là, il me manque mon petit chapeau. On passe à l'autre stratégie suivante, qui serait une stratégie mnémotechnique. Oui, en fait, là, dans château, je vois qu'il y a un chapeau. On l'appelle comme ça des fois à la blague, mais c'est un accent circonflexe. Et bien, ce que je pourrais faire, c'est m'imaginer, quand je vois un château, il y a souvent des toits en pic un peu, comme sur le A de château. Donc, ça va être une façon là, de m'aider à me rappeler qu'il y a un accent circonflexe sur château. Puis la dernière stratégie qu'on vous propose, ce serait de travailler avec la morphologie des mots, ce qui est souvent surtout pertinent pour les lettres muettes à la fin des mots. Oui, puis plus on est petit, plus on va les voir, là, ces mots-là, avec des lettres muettes qui sont liées à la morphologie, parce qu'il y a certaines lettres qui ne sont pas liées à la morphologie, mais ça, ce sera un autre chapitre. Mais en fait, là, par exemple, dans le mot « chat », il y a un T à la fin, même si j'essaie de dire « genre, j'écris C-H », « A », j'écris « A », mais là, il y a un T, mais je ne l'entends pas, donc je ne peux pas juste utiliser ma correspondance graphème-phonème, je vais devoir me dire « Ah ben oui, si je le mets au féminin, par exemple, j'ai la chatte », T-T-E, j'ai un chaton. Ah, c'est pour ça qu'il y a un T, c'est pour me permettre là, de construire mes mots féminins ou mais là, au petit du chat. Et un coup qu'on a avec l'enfant, là, qu'on a appris les mots avec les différentes stratégies, qu'on a caché les mots, demandé, puis qu'on s'est représenté les mots dans la tête, bien là, ce qui peut être intéressant un peu avant la dictée, c'est de vérifier les apprentissages à la maison avec l'enfant. Donc, ça va permettre à l'enfant de voir quel mot il connaît moins, mais ça va aussi lui permettre de se plonger dans la situation d'évaluation, donc d'appréhender la situation. Ça va permettre, entre autres, de diminuer son stress au moment de la dictée, mais ça va lui permettre aussi de se pratiquer, de voir comment ça va fonctionner, comment on le demande, puis, tu sais, vraiment d'arriver là, puis d'être confiant parce qu'il sait comment ça se passe. Différentes stratégies pour vérifier les apprentissages avec l'enfant. Là, la première qu'on vous propose, c'est de demander les mots dans le désordre. Parce que des fois, les enfants apprennent les mots dans l'ordre, puis quand on change l'ordre, ils ne savent plus. Donc, on change toujours l'ordre des mots qu'on demande. Ça permet vraiment de s'assurer que l'enfant retient bien l'orthographe des mots en soi. On peut aussi encourager l'enfant à voir les mots dans sa tête. Ça, on le fait à la maison. On prend le temps de fermer les yeux, on prend le temps de se le voir dans sa tête, de se le représenter, puis ensuite, on l'écrit. Ça implique aussi, la prochaine stratégie qu'on vous propose, c'est de laisser le temps à l'enfant de faire tout ce travail-là qui est quand même exigeant cognitivement. Donc, je sais que des fois, les soirs de semaine, on est un petit peu plus pressé, mais il faut quand même laisser le temps à l'enfant puis pas le pousser. Si on voit qu'il est encore en train de réfléchir, bien, on le laisse le temps de vraiment écrire le mot. Puis aussi, lors de la correction, là, c'est important avec l'enfant d'appuyer surtout sur ses réussites. Donc, wow, tu as eu 3 mots sur 5, c'est génial. Puis là, on met vraiment l'accent là-dessus. Puis ensuite, on peut aller vers les mots qui sont mal orthographiés. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander à l'enfant pourquoi. Qu'est-ce que tu penses elle est où l'erreur selon toi?
Puis là, l'enfant peut essayer de se corriger. Donc, par exemple, on pourrait lire à voix haute, là, je pense au mot grosse que l'enfant aurait écrit grosse. Je pourrais lui dire, oh, écoute bien, grosse. Est-ce que j'entends grosse? Qu'est-ce qui manque? Donc, d'aller voir avec l'enfant en lisant à voix haute, des fois, ça peut aider là, pour la stratégie de correspondance graphème-phonème. Ça permet à l'enfant, peut-être au moment de la dictée, là, c'est sûr qu'il ne va pas l'oublier, cette lettre-là. C'est sûr que celle-là, il s'en souvient. Si c'est trop difficile, bien le parent peut corriger avec l'enfant. Puis ensuite, on peut recommencer un peu le processus. Donc, on peut revoir le mot selon les stratégies. On peut recommencer à se le représenter. Puis ensuite, on essaie d'être prêt pour la dictée. Et ensuite, on passe à tout ce qui va être production écrite. Donc, la première, c'est la syntaxe. Oui, en fait, là, une fois que les mots, on s'en vient bon là, pour les orthographies, on peut passer à quelque chose qui est un peu plus complexe. Donc, en fait, c'est quoi la syntaxe? C'est les règles qui sont liées à la construction des phrases. Donc, de savoir qu'une phrase, c'est organisé avec un sujet, un prédicat, comme les feuilles changent de couleur. Nous, on a rajouté un complément de phrase, mais il faut toujours une base. Donc, si je dis juste les feuilles couleur, il me manque un petit bout à ma phrase. Sinon, on a les groupes de mots. Donc, de savoir que les enfants, c'est un groupe de mots, qu'il y a un noyau qui est enfant, qui est mon nom, ou un groupe verbal, là, que mon noyau, c'est marche. Donc, marche très lentement. Donc, c'est de voir là, un peu dans les groupes de mots qui peuvent être plus grands ou plus courts là, selon les mots qu'on y ajoute. Puis, il y a les fonctions là, syntaxiques aussi. Donc, c'est quoi le rôle de chacun des groupes de mots dans ma phrase. Par exemple, j'aime les pommes, elles sont délicieuses. Le « elle » est un pronom qui agit un peu comme groupe nominal. Puis, lui va avoir là, comme fonction d'être sujet de la phrase « elles sont délicieuses » et il remplace aussi en même temps là, les pommes. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler la syntaxe? Bien, on a des petites activités ici pour travailler la structure de phrase. Donc, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, on peut faire des drôles de phrases. Donc, ici, on aurait le chapeau vogue sur l'eau. On s'entend que c'est pas ce dont on s'attend qu'il vogue sur l'eau, un chapeau. Mais la phrase, elle est bien construite. Donc, ça peut quand même travailler la construction de phrase tout en amusant les enfants. On peut aussi demander ou faire avec lui, avec l'enfant, de remettre dans le bon ordre des mots qui seraient dans le désordre. Donc ici, le vogue bateau sur l'eau, on s'entend que la phrase, elle n'est pas bien construite. Donc, il faudrait remettre tous les mots dans le bon ordre pour ensuite faire une phrase qui a du sens. On pourrait ensuite travailler des phrases allongées. Donc là, ça serait l'idée de faire des phrases qui sont de plus en plus longues tout en restant des phrases bien construites. Donc ici, on a le bateau bleu vogue sur l'eau glacée. Donc, c'est une phrase plus longue, mais bien construite. Et en fait, il y a encore le sujet, oui, encore le prédicat, mais il y a des groupes du nominal ou des groupes verbales qui sont plus grands. Et on pourrait aussi faire des transformations avec les phrases, s'amuser à transformer les phrases avec l'enfant. Donc, sur l'eau, le bateau vogue, on s'entend que la phrase, elle est toujours bien construite, mais on a comme changé l'ordre un peu des groupes. Effectivement, on pourrait mettre la phrase négative. Donc, sur l'eau, le bateau ne vogue pas. Et on a quelques petits jeux de table ici qu'on vous propose aussi qui travaillent la construction de phrases. Le premier qu'on vous propose, c'est Action Dragon, que vous voyez à l'écran. Il y a aussi les pros de la phrase de l'édition Passe-temps et le jeu Blablabla qu'on voit aussi ici à l'écran, qui a des superbes dessins et qui est de l'édition Djeco. Donc, une fois là, qu'on a travaillé les phrases plus simplement, on va pouvoir y aller dans des structures de texte. Donc, on va vous en présenter deux aujourd'hui, le texte narratif, puis le texte informatif et descriptif là, qu'on a regroupé ensemble. En fait, un texte narratif, c'est sûr des histoires qu'on va souvent lire même dans les films, c'est souvent des histoires. Donc, une histoire, il y a toujours un début, un milieu, une fin. Quand on est plus petit, on va voir juste début, milieu, fin. Donc, il y a un personnage qui il fait quelque chose à un moment, donc quand, puis c'est quoi qu'il fait. Donc, ça va être ce qui est vu au début. Puis, plus on va avancer là, dans la scolarité, bien, plus notre structure de schéma va se peaufiner. Donc, on va parler, oui, d'un début, mais on va parler plus d'une situation initiale. Donc, il se passe quelque chose et alors qu'un élément déclencheur va se produire, il arrive quelque chose. Qu'est-ce qui est menacé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça change? Donc, on va rajouter là, des éléments, des péripéties. Il va se passer des actions. Ça va fonctionner ou non. C'est ce qui va faire avancer notre histoire. Donc, ça va être un peu plus complexe. Puis, il va y avoir encore une fois une fin qui se passe bien ou non, mais qui va
changer un peu comment était le personnage, c'était quoi ses sentiments, est-ce que ça l'a changé entre le début et la fin. Des fois, il y a des morales aussi à la fin des histoires, donc dépendant du type d'histoire, ça va varier, puis selon l'âge, on va aller mettre plus ou moins d'informations. Donc l'important, au début, il y a un personnage, un contexte, des événements solutions, puis une fin là, qui va se terminer bien ou mal. Ensuite, pour le texte descriptif, on va parler de décrire un objet, un lieu, un animal. Ici, on a une dame là, qui a écrit un texte sur le toucan et elle nous a parlé du toucan, donc elle le décrit. C'est quoi ses caractéristiques physiques, son habitat, son alimentation. Donc, elle est allée, là, si on regarde le canevas à droite, oui. En fait, on a une introduction où on présente c'est quoi notre sujet et les aspects qu'on va aborder, puis on va aller développer là, selon différents aspects. On en a mis 3, des fois c'est plus, des fois c'est moins, puis on va conclure là-dessus. Sinon, quand on parle d'un texte plus informatif, ça va être plutôt sur un sujet ou un événement là, qu'on va aller expliquer. Donc, on pourrait parler d'une catastrophe naturelle, puis là, aller la présenter. Fait qu'on vous propose aussi quelques petits, encore une fois, activités développant la structure de texte. Donc, ce seraient des petites activités qui se font au quotidien, qui se font à des petits moments entre vous et votre enfant, puis qui demandent quand même peu de matériel. Donc, le premier qu'on vous propose, là, ce serait d'écrire des lettres. On peut les envoyer par la poste, c'est toujours amusant. Mais on peut aussi simplement les mettre sous les oreillers des membres de la famille, puis c'est toujours amusant aussi. On peut écrire des cartes de souhait lors d'un anniversaire. Donc, au lieu d'acheter une carte ou au lieu de l'écrire puis de signer le nom de votre enfant, vous pouvez demander à votre enfant d'écrire la carte. Un peu dans la même idée, on peut aussi faire des petites invitations d'anniversaire. Là, il existe des gabarits en ligne. On choisit un thème qu'aime l'enfant, on imprime les gabarits, puis l'enfant écrit les invitations, peut les donner aux amis à l'école, aux membres de la famille. C'est toujours amusant. On peut aussi encourager l'enfant à laisser des petits mots aux membres de la famille, des petits post-it, des petits je t'aime dans la boîte à lunch, des petits n'oublie pas d'acheter mon duo teint jaune, ça peut toujours être chouette. On peut aussi écrire un cahier de communication avec l'enfant, donc on peut se raconter notre journée par écrit, et puis on se passe le cahier, l'enfant écrit pour nous répondre, il nous repasse le cahier. On peut aussi inviter l'enfant à tenir un journal personnel. C'est toujours agréable. Les enfants aiment souvent ça, avoir un petit cahier qui est juste à eux, qui est secret, qu'ils peuvent verrouiller. Puis ensuite, ils peuvent écrire leurs petits secrets, leurs petites affaires dans leur cahier. Et on vous invite à prendre avantage des médias sociaux parce qu'on s'entend que les médias sociaux ne vont pas s'en aller. Alors, aussi bien en profiter. Puis, l'important dans les médias sociaux, c'est que votre enfant écrit. Tout simplement. Autre activité aussi qu'on vous propose, il y aurait, comme on en a parlé plus tôt, de faire des phrases qui sont élastiques. Donc, la phrase, elle devient de plus en plus longue tout en gardant une structure qui est adéquate. Et puis, éventuellement, ça peut devenir une phrase, 2 phrases, pourquoi pas un petit paragraphe qui devient toujours de plus en plus long, puis que chacun de notre tour, on peut ajouter un élément. Pourquoi pas? On peut aussi écrire et illustrer des bandes dessinées. Encore une fois, il y a des gabarits en ligne qui existent que vous pouvez imprimer. Puis là, il y a les cases déjà faites. Votre enfant a juste à faire dessiner les personnages, les bulles, puis écrire leur dialogue. Il y a aussi qu'on peut réécrire la fin d'une histoire, réécrire ou écrire, parce qu'on pourrait aussi faire pause au film ou à la série qu'on écoute, puis se dire hey, dans le prochain épisode, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer? Puis on peut l'écrire ensemble, ça peut être amusant. Ensuite, on peut comparer, est-ce qu'on allait dans la même direction qu'allait l'émission ou le film? C'est toujours amusant. On peut aussi, il existe des albums qui sont sans texte, donc que juste avec les images, on peut deviner l'histoire et puis l'adulte peut raconter l'histoire. Eh bien, on peut proposer à l'enfant de mettre en mots l'histoire à l'écrit. Ça peut toujours être amusant. Et on peut aussi composer, là, dans la même idée, une histoire à partir d'images qu'on pourrait piger au hasard. Donc, il existe des mots qui se font généralement à l'oral. Raconte-moi une histoire, blablabla. Bla, bla. Mais là, nous, on vous propose peut-être de piger les petites cartes colorées de ces jeux-là, puis d'écrire l'histoire ou d'écrire une phrase à partir de ces petites images-là. Puis même pour aider dans la génération d'idées, là, ça peut être intéressant de faire à l'oral. On s'invente une histoire, on a toutes nos idées en tête, après on va l'écrire. Donc on peut juste piger pour s'inventer une histoire à l'oral. Ça va faire un lien avec notre vocabulaire qu'on va avoir à l'oral pour ensuite aller l'écrire.
Ensuite, encore une fois, là, on vous propose des sites qui sont intéressants, soit pour vous les parents, il y en a qui c'est plus pour les enfants, là, une qui sont pour travailler soit nos habiletés de base, qu'on vous a présenté tantôt, donc motricité fine, on peut aller tracer les lettres, là, le premier, c'est des lettres à tracer en PDF, donc à imprimer. Il y a un article sur la motricité fine, on vous a parlé de pâte à modeler tantôt, il vous donne plusieurs exemples de façon de la travailler. On a des jeux faits par l'Université de Concordia. Activités, jeux, il y en a différentes sortes qui sont interactives pour l'enfant, qui peuvent être à travailler aussi. On a une lecture là, pour vous sur comment, des conseils en fait, puis des activités, des idées pour apprendre à écrire quand on est plus petit. Le site de Morpho Plus qui travaille la morphologie, on en a glissé un petit mot rapidement là, sur les lettres muettes et tout ça, mais ça peut être intéressant pour vous d'aller fouiner. Il y a une section pour les parents, justement. Puis AlloProf, là, qui est notre site qu'on vous propose souvent, en fait, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Il y en a entre autres pour travailler le vocabulaire, donc l'orthographe lexicale de certains mots. Vous entrez les mots de la semaine, vous créez une liste, puis vous pouvez même l'enregistrer. Donc, les mots peuvent juste être ajoutés au fur et à mesure des semaines. Donc, vous pouvez faire ça là-dessus. Et donc, c'est ce qui conclut notre capsule sur comment soutenir l'apprentissage de l'écriture des enfants. Donc, on vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Pour une prochaine capsule.